soir, on va parler de la Caisse des dépôts et consignations, de la dette selon Maastricht et de comment on se fait dominer la rondelle d'une manière incommensurable. Alors, on est parti. Tout d'abord, on va faire une petite présentation de ce qu'est la Caisse des dépôts et consignations, quelle est sa nature, son objectif, à quoi elle se destine, bref. C'est quoi la caisse des dépôts et consignations? La Caisse des dépôts et consignations, CDC, a été créée le 28 avril 1816. C'est un établissement public national au statut très singulier, au service de l'État et des collectivités locales avant tout. Il est placé sous le contrôle du Parlement, l'Assemblée nationale et le Sénat. Il exerce de nombreux métiers en plus de ses fonctions originales de banquier des collectivités locales. Plusieurs de ses filiales pratiquent des activités de marché, donc de la bourse. La Caisse des dépôts et consignations est donc dotée d'une forte identité publique-privée. Groupe décentralisé, la CDC est spécialisée dans 6 domaines qui relèvent, selon leur nature, de mandats publics ou de la logique concurrentielle. La gestion de l'épargne réglementée des Français et sa transformation en vue de financer des priorités publiques, dont principalement le logement social, entre autres le livret A. La gestion sous mandat d'importants régimes de retraite et de solidarité publique et semi-publique, des activités de banquier au service public de la justice et de la sécurité sociale, la contribution au développement des territoires, l'investigation de long terme dans l'économie nationale, la participation au développement économique à travers ses filiales et son réseau de direction régionale. Filiales que nous verrons un petit peu plus tard. La Caisse des dépôts et consignations, en fait, elle est financée par quoi ? Par certains livrets A, par les fonds de retraite, par des portefeuilles, mais aussi par ses filiales, et c'est de ça dont on va parler maintenant. Allez, on y va. Alors, je vous ai fait un petit tableau récapitulatif, ainsi que les montants globaux de chaque filiale, que l'on peut retrouver donc sur Papers. Comme d'habitude, les recherches sont publiques, donc voilà, c'est de l'OSINT, c'est public. Donc Transdev, qui est un opérateur et intégrateur global de modalités Transdev, qui permet à chacun de se déplacer chaque jour à des solutions sûres, efficaces et innovantes au service du bien commun. Grosso modo, c'est des urbanistes, mais dans le cadre des transports. Aegis, ou Aegis, qui est un acteur international de l'ingénierie, de la construction et des services de la mobilité, qui crée et exploite des infrastructures et bâtiments intelligents à même de répondre à l'urgence climatique, dont là aussi on a une forme de greenwashing dans l'intitulé. ICAD, c'est un acteur majeur de l'immobilier en France. Tiens donc, comme c'est étonnant de retrouver des notions immobilières, alors que le projet de loi Laglaise est toujours bloqué au Sénat, je le rappelle. La société est présente sur 2 grands marchés, le tertiaire, donc les bureaux locaux d'activités et centres commerciaux, et le public santé, équipement collectif de santé. RTE, qui n'est plus à présenter, donc c'est l'acheminement de l'électricité, c'est le gestionnaire du réseau de transport électricité français, donc en acquaintance directe avec la maison mère EDF. CNR, c'est un concessionnaire du Rhône pour la production d'hydroélectricité, encore une notion énergie, greenwashing un petit peu. CDC Habitat, ça parle de lui-même, c'est la filiale immobilière à vocation d'intérêt général de la Caisse des dépôts. Le groupe CDC Habitat est le premier bailleur français avec plus de 510 000 logements. Il offre une réponse performante aux besoins de logement de l'État. Oui, de logement de l'État, pas de logement des gens. Voilà, on a bien compris, c'est le logement de l'État. Voilà, le groupe La Poste, donc c'est outre 17 000 points de contact en France, le groupe La Poste représente dans 47 pays. Donc on a une notion de transversalité internationale. SCET, c'est un acteur d'intérêt général et filiale du premier rang de la Banque des Territoires. Le groupe 7 accompagne et conseille les acteurs locaux. Donc encore une fois, c'est de l'économie à l'échelle du local. La Compagnie des Alpes, c'est aujourd'hui le leader européen des loisirs. Ça exploite les plus grands domaines skiables des Alpes. Voilà, bon, ça en fait partie. SFIL, SFIL, c'est une banque publique de développement dont le but est de garantir la stabilité du financement du secteur public. Voilà. Bon, normalement, la garantie de stabilité du secteur public, c'est plutôt à l'État de le garantir. Mais bon, là, apparemment, c'est un acteur privé-public. C'est une filiale de la CDC, donc elle est soumise à la caractéristique du privé. STOA, c'est un véhicule d'investissement, filiale de la Caisse des dépôts de l'Agence française de développement destinée à financer les infrastructures nouvelles ou existantes dans le pays en développement. Voilà. Bon, encore un investisseur, donc c'est la cotation boursière. Suez, avec tout ce qu'elle trimballe, cette société, on ne la présentera même plus.
Société forestière, alors elle s'occupe du parc arboricole de France, grosso modo c'est le plus grand expert des forêts en France. Elle s'adresse également aux usagers de la forêt, à la recherche de territoires de chasse ou encore le professionnel du bois. Donc là on touche carrément dans la fonction sociale et écologique des forêts. CDC Biodiversité, ça parle de lui-même. Il intervient en France et en Europe, donc encore une fois de la transversalité internationale. Des collectivités, des maîtres d'ouvrage et du pouvoir public, donc on transporte et on exporte nos savoir-faire en matière d'urbanisme. Novétique, c'est informer, former et susciter l'action des acteurs financiers, des entreprises et des citoyens à la croisée des stratégies de finances durables et des pratiques de responsabilité sociétale des entreprises. Voilà, donc on est sur du management économique. I4CE, c'est l'Institut de l'économie pour le climat. Donc là, on est carrément sur les gens qui pensent que 2% des émissions mondiales, ça mérite de foutre le pays pas à feu à sang, mais bon, on est un peu mal quand même, voilà. Alors qu'on ne nous parle jamais des 98% d'émissions mondiales des autres pays, mais c'est pas grave. BPI France, vous connaissez tous BPI quelque chose avec le nom de votre banque. C'est l'accord de transfert du secteur privé, intermédiaire de la banque. Ça crée l'interface. BPI, c'est la garantie de transfert des fonds. Voilà. CDC Investissement Immobilier, donc CDC Investissement Immobilier, c'est la filiale de la Caisse des dépôts qui est dédiée à l'asset management des actifs immobiliers de placement. Là, ils gèrent carrément des actifs immobiliers, des immeubles, des maisons, des terrains, etc., etc. Et en fait, CDC Croissance, c'est peut-être le plus riche d'entre tous. CDC Croissance, il gère une gamme de fonds professionnels spécialisés dédiés aux petites et moyennes entreprises cotées en France, sous-entendu cotées en bourse, et en zone euro. Voilà, dans la bourse internationale. 100% des investissements reposent sur une approche à long terme fondamentale, intégrant systématiquement des critères ESG ambitieux et un accompagnement fort des sociétés. Bon, tout ça c'est du blabla, ça présente bien les filiales de la CDC, mais c'est du blabla. Donc j'ai fait l'enquête sur Papers, je suis allé regarder toutes les filiales en vérifiant à chaque fois que Caisse des dépôts et consignations était partie prenante dans la liste des leaders dirigeants de ces filiales, puisque c'est une obligation lorsqu'on est une filiale. Je vous ai marqué, lorsque c'est possible, en plus du chiffre d'affaires annuel, le portefeuille. Donc Transdev, c'est 9,3 milliards, Aegis 1,9, ICAD, c'est 6,5 milliards de portefeuille et 1,3 milliard de chiffre d'affaires. RTE, c'est 6,1 milliards, CNR 3,2, CDC Habitat 1,3 milliard, La Poste 34,1 milliards, SCET 19 753 000, la Compagnie des Alpes c'est 46 415 000, SFIL 56 millions, STOA c'est peut-être l'une des plus pauvres avec seulement 974 720 euros, Suez c'est 8,9 milliards, SE Forestière, Société Forestière, c'est 25 millions, CDC Biodiversité 9,3 millions, Novétique, la plus pauvre, 830 000 euros, I4CE 6 508 000, BPI France 723 millions, CDC Investissement c'est 13 millions et 10,7 milliards d'actifs. Voilà. C'est intéressant. Et CDC Croissance, c'est 14 millions de CA, mais 2876 milliards d'actifs. Donc, si on fait le total de toutes ces filiales de la CDC, sans toucher au fonds propre de la CDC, pas encore, je vous les présente juste après, on tombe sur 2960 milliards, 214 millions, 850 720 euros. J'ai même besoin de le lire tellement le chiffre est énorme, c'est-à-dire que ces 2960 milliards sont supérieurs au PIB de la France. D'ailleurs, on va y venir à cette notion de PIB, au sens de la dette, au sens de Maastricht. Qu'est-ce que ça veut dire le PIB ? Qu'est-ce que ça veut dire la dette publique ? On va y venir. Pour l'instant, on retient bien le chiffre de 2960 milliards, ce sera suffisant. La CDC, finalement, la Caisse des dépôts et consignations, elle a combien sur elle là de combien elle dispose ? Ouais, vous rêvez pas. 1360 milliards. Maintenant, si on agrège les deux, c'est-à-dire le montant que représentent les filiales de la CDC et la CDC en propre. Donc on a 2960 plus 1360 milliards. Ça nous fait une belle somme. Alors moi la question que je pose est simple. Pourquoi
on ne nous parle jamais des fonds de la Caisse des dépôts et consignations, de ses filiales, puisque après tout ce sont des institutions, des administrations qui sont et privées et publiques, qui fonctionnent avec les fonds propres des Français, n'oublions pas, portefeuille, livret A, etc., mais pas que cet argent public est coté en bourse, c'est expliqué dans les définitions des filiales, d'ailleurs, voire même dans le règlement de la CDC. Pourquoi on n'en parle pas ? La Caisse des dépôts et consignations et ses filiales constituent un groupe public au service de l'intérêt général, blague, et du développement économique du pays. Oui. Ce groupe remplit des missions d'intérêt général en appui des politiques publiques conduites par l'État et les collectivités territoriales et peut exercer des activités concurrentielles. La Caisse des dépôts et consignations est un établissement spécial chargé d'administrer les dépôts et les consignations, merci Captain Obvious, d'assurer les services relatifs aux caisses ou aux fonds dont la gestion lui a été confiée et d'exercer les autres attributions de même nature qui lui sont légalement déléguées. Elle est chargée de la protection de l'épargne populaire, du financement du logement social et de la gestion d'organismes de retraite. Merci BlackRock. Elle contribue également au développement économique local et national, particulièrement dans les domaines de l'emploi, merci France Travail, de la politique de la ville, de la lutte contre l'exclusion bancaire et financière, merci à la Banque de France, et la création d'entreprises et du développement durable. Foutaise. Mais par contre là ça devient intéressant, la Caisse des dépôts et consignations est un investisseur de long terme et contribue dans le respect de ses intérêts patrimoniaux. Vous avez bien entendu ? Pas des intérêts patrimoniaux du peuple ou du pays ou de l'État, non, de ses intérêts patrimoniaux à elle, au développement des entreprises. La Caisse des dépôts et consignations est placée de la manière la plus spéciale, comprenez exclusive, sous la surveillance et la garantie de l'autorité législative. Elle est organisée par décret en Conseil d'État, dont le ministre, pris sur la proposition de la commission de surveillance. On va voir ce que c'est la commission de surveillance. Oh ben ça alors, c'est étonnant. La CDC ainsi que ses filiales sont sous l'autorité et la direction du pouvoir législatif, donc du Parlement, donc de l'Assemblée nationale et du Sénat. Bonjour Larcher, comment ça va ? Bonjour les partis politiques qui formaient l'Assemblée nationale, comment vous allez ? Comment elle est formée cette commission de surveillance ? Allez, c'est parti, on y va. La commission de surveillance, donc, elle est composée par 2 membres de la commission permanente de l'Assemblée nationale chargée des finances, dont au moins un appartient à un groupe ayant déclaré ne pas soutenir un gouvernement. Donc, il y a les 2 franges de l'Assemblée nationale, le pour et le contre. Donc, ils bouffent à tous les râteliers. Voilà, c'est écrit clairement. 2 membres de la commission permanente de l'Assemblée nationale chargée des affaires économiques, un membre de la commission permanente du Sénat chargé des finances, un membre de la commission permanente du Sénat chargé des affaires économiques, d'un représentant de l'État, sans mentionner ni le statut ni la fonction, en la personne du directeur du général du Trésor qui peut lui-même se faire représenter. 3 membres désignés en raison de leurs compétences dans les domaines financiers, comptables ou économiques ou dans celui de la gestion par le président de l'Assemblée nationale, après avis public de la commission permanente de l'Assemblée nationale chargée des finances. Ok, c'est toujours qu'entre eux en fait. Nous, on n'a toujours pas notre mot à dire. 2 membres désignés en raison de leurs compétences dans les domaines financiers, comptables, économiques ou dans celui de la gestion par le président du Sénat, après avis public de la commission permanente du Sénat chargée des finances. Là aussi, on n'a pas notre mot à dire. 3 membres nommés par décret, pris sur le rapport du ministre chargé de l'économie, choisis en raison de leurs compétences dans le domaine financier, comptable, économique ou juridique, ou dans celui de la gestion et après avis public d'un comité dont la composition fixée par décret en Conseil d'État, c'est-à-dire les ministres, nous on n'en saura jamais rien, présente des garanties d'indépendance suffisantes. C'est pas comme si c'était du copinage biaisé, en fait, de 2 membres représentant le personnel de la Caisse des dépôts et consignations et de ses filiales, qui, rappelons-le, sont nommés par eux-mêmes, en fait, élus pour 3 ans par les membres représentant les personnels au sein du comité mixte d'information et de la concertation prévu à l'article 34 de la loi 96-452 du 28 mai 96, portant diverses mesures d'ordre sanitaire, social et statutaire, et parmi ses membres, selon des modalités fixées par décret en Conseil d'État, encore une fois entre les ministres, donc bon, nous, on s'en fout. Ces modalités garantissent la désignation d'une femme et d'un homme. Bah écoute, ça nous fait une belle jambe, waouh,
Génial. La proportion des commissaires surveillants de chaque sexe ne peut être inférieure à 40%. Ok, mais c'est pas une garantie d'intellect suffisant non plus. Hein. Le sexe définit pas ton intelligence, il faudra un jour l'intégrer. Toute nomination conduisant à la méconnaissance de cette disposition n'ayant pas pour effet de remédier à une telle méconnaissance est nulle. Cette nullité, j'aime pas faire de jeu de mots là-dessus, n'entraîne pas celle des délibérations auxquelles a pris part le commissaire surveillant irrégulièrement nommé. Cependant, il y a une question qui, moi, m'interpelle un petit peu, c'est les parlementaires là, de l'Assemblée nationale et du Sénat, ils n'ont pas que ce poste, hein, ils sont parlementaires de l'Assemblée nationale et du Sénat. À la CDC, ils se réunissent en réunion, donc ils siègent pas tout le temps. Ils touchent quoi en fait comme indemnité quand ils sont à la CDC ? On va aller fouiller du côté du règlement intérieur. Alors donc, cette commission de surveillance faite par des députés, des sénateurs, des membres du Parlement, elle assure le contrôle permanent de la gestion de la Caisse des dépôts et consignations. Ils ont un dire-l'eau, hein, mais bon. Par le directeur général, justement on en parle. Elle peut déléguer une partie de ses pouvoirs au directeur général. Elle n'est pas obligée de le faire, elle peut le déléguer. Qui lui rend compte des décisions qu'il a prises en vertu de cette délégation. Quand il a une délégation. Elle dispose de moyens suffisants pour assurer le bon exercice de ses missions et du mandat de ses membres dans les conditions prévues par son règlement intérieur, que nous allons aller regarder tout à l'heure. La commission de surveillance délibère au moins 4 fois par an, sur convocation de son président de la commission de surveillance, sur les points suivants: les orientations stratégiques de l'établissement public et de ses filiales, donc il y a une même mise sur les filiales, y compris le plan à moyen terme, la mise en œuvre de missions d'intérêt général de la Caisse des dépôts et consignations. On sait ce que ça veut dire. On voit bien l'état du pays au service de la population et l'état du pays au service de l'État. Hein. 2 poids 2 mesures. La définition de la stratégie d'investissement de l'établissement public et de ses filiales et les opérations individuelles et les programmes d'investissement ou de désinvestissement à partir de seuils et selon les modalités définies dans son règlement intérieur. La commission de surveillance adopte sur proposition du directeur général le budget de l'établissement public et ses modifications successives qui sont soumis à l'approbation du ministre chargé de l'économie. Donc en plus, il y a l'exécutif qui est prenant part. Elle approuve les comptes sociaux et consolidés ainsi que leurs annexes préalablement arrêtées par le directeur général et elle examine les comptes prévisionnels que ce dernier élabore. Elle délibère sur sa stratégie et l'appétence en matière de risque. Elle fixe le besoin de fonds propres et de liquidités adaptés au risque, en se référant à un modèle prudentiel qu'elle détermine. Selon elle-même, elle fixe des directives par elle-même, pour elle-même, avec elle-même, quoi. Elle approuve des limites globales d'exposition au risque et en assure la surveillance. Elle approuve en particulier le programme d'émission de titres de créance. Oui, elle fait augmenter la dette de l'établissement et leur encours maximal annuel. Elle approuve l'organisation générale et les orientations du dispositif de contrôle interne du groupe proposé par le directeur général. Enfin, elle délibère sur la politique de la Caisse des dépôts et consignations en matière d'égalité professionnelle et salariale entre tous les salariés et entre les hommes et femmes. Oui, bon, bref, en clair, dans le domaine public c'est ok, mais dans le privé ils font jamais rien pour ça, donc super. Elle examine toute question inscrite à son ordre du jour, donc c'est une association de 1901, par son président ou par elle-même, statuant à la majorité simple. Oui, puisqu'il y a une vote. Elle se réunit en outre sur demande émanant du tiers au moins de ses membres. Le règlement intérieur de la commission de surveillance prévoit les règles de fonctionnement, notamment les modalités de consultation écrite ou à distance de ses membres par le président en cas de délibération urgente. Les membres de la commission de surveillance mentionnés au 6 et 8e alinéa de l'article L518-4 perçoivent des indemnités dont le régime est fixé dans son règlement intérieur. Un plafonnement de ces indemnités fixe et variable est défini par décret pris après avis de la commission de surveillance. C'est-à-dire que la commission de surveillance perçoit des indemnités qui sont fixées par les membres de la commission de surveillance. Bon, en clair, ils se créent leurs indemnités à eux, quoi. C'est magnifique. Allez, règlement intérieur, on va voir ça. Je sais pas pourquoi, je sens que ça va vite me faire mal à la tête de savoir à quel point ils peuvent s'imprégner de pognon. Bon ben voilà, je suis allé vous chercher le règlement intérieur, je vous ai donné la page du règlement intérieur, c'est un PDF téléchargeable sur le site justement de la Caisse des dépôts et consignations, vous pouvez trouver ce règlement intérieur, hein, il n'y a rien de secret. Donc c'est l'article 17 à la page 9,
Donc les indemnités allouées aux membres de la commission de surveillance, c'est-à-dire les députés et les sénateurs, au titre de la mission de surveillance, Bichette. Les membres de la commission de surveillance mentionnés au 6 et 8e de l'article L518-4 du Code monétaire et financier perçoivent une indemnité forfaitaire fixée à 600 € pour chaque séance. Ouais, alors t'en fais 2 dans la journée, t'as déjà gagné 1200 balles, t'en fais 2 par jour sur 5 jours, tu fais ton calcul, hein, c'est vite vu, c'est pas mal. D'une commission de surveillance ou d'un comité spécialisé aux travaux desquels ils participent. La rédaction des rapports dont ils sont chargés afin de rendre compte en commission de surveillance des travaux des 10 comités donne droit à une indemnité de 1200 €. Donc 1200 €, c'est pas par jour, c'est pas par mois, c'est par rapport. Donc tu fais une séance plus un rapport, ça fait 1800 balles. Ok, super, merci, 1800 balles, tu gagnes déjà plus que beaucoup de Français en fait, pour 2 heures de taf et un rapport. Lorsqu'ils accomplissent des travaux d'expertise pour le compte de la commission de surveillance, encore faut-il définir ce qu'est une expertise, les membres de la commission de surveillance désignés à cet effet par le président de la commission de surveillance peuvent percevoir une somme maximale de 2000 €. Oui, tu passes à 3008 pour une séance et un rapport. Suffit de mentionner que le rapport c'est de l'expert, voilà, c'est un rapport d'expert, voilà, j'ai aucune compétence mais c'est un rapport d'expert, donc c'est 2000 balles, plus 1200, plus 600, modulable selon la complexité du dossier et le temps nécessaire à sa préparation. Ben voyons mon colon, c'est-à-dire que en 2 heures de temps, grosso modo, admettons qu'ils arrivent en réunion à 9h du mat, ils en sortent à 11h, et il ne faut pas oublier d'aller bouffer à la gamelle de l'Élysée ou du Sénat d'ailleurs, à nos frais. Voilà, 3 mofs, voilà, tu te palpes 3800 balles. Et cette bande d'enculés, là, qu'on appelle nos représentants, que vous votez, hein, vous les votants, d'ailleurs, vous avez élu, ils se sont augmenté le salaire. Après, on se demande où passe l'argent. Mais où passe l'argent ? Ah, on va en parler de ça, tiens, la dette publique, vous l'aviez oublié, ça ? Vous avez aussi oublié que je ne vous ai pas encore parlé du PIB. Combien de fois t'as besoin de te faire baiser pour perdre confiance en quelqu'un ? Ouais, parce que là, il est réellement question de bien se faire enculer, mais convenablement comme il faut. Hein. On va voir que ça tient juste sur une terminologie toute simple, la dette au sens de Maastricht. Pour ça, j'ai besoin d'aborder une chose avec vous. Hein. On est tous semblables, on fait tous notre budget, voilà. C'est-à-dire, on voit combien on gagne, on voit combien on dépense. Si on a plus de ce qu'on gagne, on est en bénéfice. Si on a plus de ce qu'on perd, on est en déficit, on est en dette. Pour nous, quand on nous parle de la dette publique, c'est simplement ce calcul-là qui intervient consciemment ou consciemment dans notre esprit. Alors effectivement, pour les Français, le PIB de la France est inférieur à la dette. Nous sommes endettés. Voilà, c'est l'état de fait, c'est ce qu'on nous présente dans les médias. On va voir qu'en fait, c'est pas du tout le cas, parce que la notion de dette, il faut l'entendre comme la dette au sens de Maastricht. Je vous le répète depuis quelque temps, ces termes, c'est pas pour rien. On va voir ce que c'est immédiatement. Alors voilà, site de l'INSEE, l'Institut national de la statistique et des études économiques, donc très fiable. À la fin du premier trimestre 2024, la dette publique est de 3159,7 milliards. La dette trimestrielle de Maastricht des administrations publiques APU, premier trimestre 2024. À la fin du premier trimestre 2024, la dette publique au sens de Maastricht s'établit à 3159 milliards. La question qu'on doit se poser, c'est, mais la dette publique, sans être au sens de Maastricht, elle s'établirait à combien ? Donc, comment on fait pour calculer la dette publique sans être au sens de Maastricht ? Je vais donc vous en donner la définition et ensemble, on va faire le calcul avec les chiffres qu'on a vus jusqu'à présent. Vous allez voir, ce n'est pas compliqué. Donc en fait, quel est le calcul ? Très simplement, la dette au sens de Maastricht, c'est une dette brute. On ne lui soustrait pas les actifs financiers que détiennent les administrations publiques. Et comme on le sait, la CDC est une administration publique et ses filiales sont considérées du domaine public également, avec des vertus privées. Mais tout ça, tout ce qu'elles ont, on ne l'enlève pas à la dette. Eh bien, on va faire ce calcul. Tout d'abord, nous avons besoin du PIB valeur de la France, c'est-à-dire le PIB inflationniste.
Voilà, on ne va pas prendre le PIB volume qui est calculé hors inflation. On va laisser les prix courants tranquillement avec l'inflation. Ensuite, on a besoin du montant de la dette que nous venons de voir, puis des actifs des administrations financières de l'État, notamment la CDC et ses filiales. C'est ce dont nous avons besoin. On y va. On va maintenant ajouter les fonds propres, c'est-à-dire les actifs de nos administrations françaises, donc CDC plus filiales. Maintenant, on rajoute le PIB de la France, c'est-à-dire les taxes, les impôts, ce qui garantit 95 à 100% de notre PIB. Maintenant qu'on a mis tout le potentiel financier français, du moins superficiellement, parce que je ne suis pas allé racler tous les fonds de tiroir non plus pour la démonstration. Vous vous rendez bien compte que cela n'est qu'une démonstration et pas un état précis des lieux. Mais bon, simplement en survolant, en ayant des bonnes sources, vous apercevez déjà qu'il y a quelque chose qui cloche dans les informations qu'on nous donne. Donc, on va soustraire maintenant le montant de la dette. Donc voilà, la démonstration empirique du PIB brut français. En fait, lorsque nous sortons de ce jeu d'écriture imposé par les protocoles de Maastricht, lorsque nous calculons notre PIB tel qu'il devrait être, puisque nous intégrons les valeurs des actifs de nos administrations au PIB, alors nous sommes bénéficiaires de 3 799 milliards d'euros. Et ça, on ne nous le dit pas, on ne nous l'explique pas. On ne nous dit pas que la dette publique, quand on nous la présente, c'est la dette au sens de Maastricht. On nous dit c'est la dette publique. Nous faisons un calcul simple, plus, moins. Non, la dette de Maastricht, c'est quelque chose de particulier et il fallait creuser en ce sens pour démontrer le mensonge de nos représentants. Si on prend le point de vue maintenant international, c'est-à-dire par le biais de la World Bank, qui est un site de méta-analyse hyper fiable, on va voir ce qu'est la valeur travail en France. Je vais vous en décrire un petit peu le topo pendant quelques minutes. Vous allez bien comprendre pourquoi en France, les chiffres que je viens de vous donner sont réalistes, les chiffres que l'on nous donne sont irréalistes. Vous allez voir, et ça, c'est des informations publiques et internationales, sourcées par le plus grand organisme mondial qui traite de l'économie. Donc voilà, le site dont je vous parle, c'est datacommons.org, World Bank, tout ça. C'est un site de méta-analyse qui regroupe 193 pays dans le monde, 110 000 villes, 5 000 États et provinces. Au-delà de 240 milliards de points de data à travers 260 000 variables qui viennent de ce que vous aimez pas forcément, mais l'OMS et tout ça, voilà, le bureau de recensement des États-Unis, le site Eurostat, etc. Et au-delà aussi de 100 autres agences qui travaillent dans l'économie, dans les métiers et travaux, dans le climat, dans la santé, dans la démographie et d'autres encore. Donc ça, ce sont des méta-analyses qui sont regroupées par pays, par ville, par État et province. On ne peut pas dire qu'ils soient influencés puisque c'est un recoupement de données. On sait très bien que les courants politiques entre eux s'affrontent, bien souvent sont contraires. Donc la crédibilité va dans le sens de Data Commons. Tout simplement. On va d'ailleurs pouvoir retrouver sur ce site des recherches démographiques, des recherches économiques, dont voici un graphique qui me semble très très parlant, ce qui va d'ailleurs dans le sens des informations que je vous donne, et on va voir clairement pourquoi. Donc encore une fois, dans la barre de recherche, vous pouvez voir datacommons.org, c'est bien le site dont je vous parlais. La source des données, c'est datacatalogue.worldbank.org. En France, pays d'Europe, population de 67 millions, 12 883 en 2019. Ce sont des données qui concernent la période de 2019 à plus 2022. Donc on reste vraiment dans des différences qui sont pas réellement significatives. C'est-à-dire que les distinctions sont très ténues.
Par exemple, un truc qui attire l'attention immédiatement. Je vous ai fait le montage parce que les pages sont assez grosses, donc j'ai besoin de vous synthétiser les documents, mais vous pourrez les retrouver librement en allant les chercher sur la page. Cela va sans dire. Par exemple, on s'aperçoit que la dette publique, on n'en arrête pas de nous le rabâcher, est de 36 000 € par habitant. En France, en 2019, ça c'est le graphique orange en haut à gauche. Juste à sa droite, je vous ai mis par contre la production par habitant, dont on ne nous parle jamais. Et oui, parce qu'on nous dit on est très endetté, mais on ne nous dit pas combien on produit par habitant. Mais moi je vais vous le dire ce soir, donc dans la même période, en US dollars, donc voilà, on réduira à peu près à 40, on s'aperçoit qu'il y a France, Malaisie, Allemagne, etc. La France produit entre 40 et 41 000 $, ce qui fait environ 40 000 €, 39 000. On est supérieur à la dette par habitant. La dette par habitant, c'est 36 000. Le PIB par habitant, c'est 41 000. Donc, il y a quand même un écart qui est très signifiant. Et d'ailleurs, même si la dette publique augmente en pourcentage du PIB, on voit bien que là, c'est selon la dette au sens de Maastricht. Ce qui est d'ailleurs très signifiant. Quand on voit que notre taux de chômage est quand même au-delà des 8%, alors que même notre taux de participation à la population active, depuis bien avant 1995, et ça c'est là, dans la deuxième rangée, partie de droite, le graphique avec la ligne jaune, ne cesse d'augmenter. On voit d'ailleurs, dans le dernier graphique tout en bas, les capitalisations boursières des entreprises nationales en France, qui n'ont cessé d'augmenter de manière extraordinaire à partir de 2000-2005. Voilà. Donc moi je veux bien qu'on dise oui la France est endettée, effectivement elle l'est. Mais dans ce cas-là, pourquoi une simple recherche sur des organismes très sérieux, mondiaux, qui sont ultra fiables, indique que nous produisons plus de richesses que ce que nous en perdons? Alors que ça s'appuie sur le chiffre du PIB. Donc déjà ça ne colle pas avec ce qu'on nous dit en France. Moi, ça me pose problème. Vous, je ne sais pas, moi, ça me dérange énormément. Parce que ces chiffres-là sont totalement indépendants du gouvernement français. Il n'y a pas de doxa, il n'y a pas de... Voilà, c'est l'étude économique des pays, indépendamment de chaque pays. D'autre part, on a bien vu que la dette au sens de Maastricht, c'est pas la dette comme nous, on l'entend. C'est pas je te dois 50 € parce que j'avais que 20 €, tu vois. Non, non. C'est pas ça. On voit bien que c'est fait de manière exprès. On ne rajoute pas les actifs, c'est-à-dire les valeurs, à notre PIB. Alors, pourquoi est-ce que c'est là? En attendant, une chose est sûre, la France, visiblement, empiriquement, factuellement, est endettée parce que nos représentants le veulent bien, du moins veulent bien nous faire croire que c'est le cas. Les chiffres, quant à eux, donnent une toute autre chanson, un tout autre thème. Alors, entre les beaux discours et les faits, mon choix est vite fait. Pour moi, les faits priment. À vous de tirer vos propres conclusions. Je vous remercie d'avoir suivi cette vidéo. Je pourrais encore développer beaucoup plus, c'est pas forcément nécessaire. Je vous laisserai d'ailleurs trifouiller, je vous ai donné toutes les sources, comme d'habitude. Mes vidéos sont toujours sourcées. En attendant, encore une fois, je vous remercie d'avoir tenu le choc. Je vous avoue que je suis assez aussi épuisé. Je vous encourage à liker cette vidéo, la partager au plus grand nombre possible. Abonnez-vous à la chaîne s'il vous plaît, on n'est que 1500 à être abonnés. Bien entendu, la notoriété personnellement ne m'intéresse pas, mais le partage de l'information fiable, oui. Ça m'intéresse beaucoup. Je compte sur chacun d'entre vous pour faire œuvre utile, informer les concitoyens, les concitoyennes, informer nos frères, nos sœurs, nos cousins, nos cousines, nos parents, avoir un véritable débat de fond construit sur des données fiables et pas sur des avis personnels, n'est-ce pas? Sur ce, je vous souhaite une bonne journée ou une bonne nuit. Moi, je vais aller me reposer parce qu'il est tard.
J'espère vous retrouver sur la prochaine vidéo. En attendant, merci beaucoup. Portez-vous bien. Bon, maintenant, alors, vous signez, vous adhérez à la secte, ou vous vous cassez, parce que moi, j'ai du paix spiritique sur la plage. Faut vraiment tout expliquer, hein, putain.